j'aimerais que l'un parmi vous lise les bénéfices selon les piliers que nous avons énumérés. Je ne vais pas entrer dans les définitions. Par moment, tout le monde n'est pas politicien, fort en sciences politiques. Vous n'avez pas besoin de savoir fabriquer une voiture pour savoir que la voiture vous est utile pour quitter d'un point A à un point B, ou, ou même pour la conduire. Donc, c'est là souvent où on noie les gens. Il faut des politiciens ou des gens dans la politique qui aient cet esprit d'honnêteté pour savoir que ces gens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de créer les exigences. Vous devez savoir ce que vous voulez. Nous devons savoir ce que nous exigeons aux autres. Et puis après, à eux de s'ingénier. Hein. Ils font des études de sciences politiques. Ils sauront comment satisfaire nos exigences. Mais elles sont réalisables. Donc c'est pour cela que je n'entrerai pas dans les aspects techniques de chacun des points, mais plutôt dans les bénéfices. Et si quelqu'un veut prendre le micro pour nous lire pilier par pilier et les bénéfices qu'on attend de ces piliers-là. Nos objectifs sont très très clairs. Préserver la diversité. Nos pays, c'est des États de diversité culturelle, religieuse, de culte, pas que culturel, mais cultuel aussi, religieux et ethnique. Préserver la diversité, mais protéger la minorité aussi, les minorités même. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des conflits ethniques. Mais dites-moi, si on arrive dans un pays comme le Cameroun à avoir 280 ethnies en 2015, ça veut dire que par le passé, ces ethnies-là ne se sont pas éliminées les unes les autres. Pourquoi est-ce que ça commencerait aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui amène ces gens-là à ça. Donc c'est nos objectifs. La finalité socio-économique, lever les clivages sociétaux. Les clivages, c'est tout ce qui sépare les gens, les conflits. Ce qui freine le développement des États multiculturels africains. Et nous rajoutons même multiculturels post-coloniaux africains. Parce que nous sommes censés ne plus être sous la colonisation. Donc, si quelqu'un veut bien lire les 4 piliers et les bénéfices. Le premier pilier s'intitule « Le fédéralisme et la subsidiarité », dont les bénéfices sont les suivants. Attendus. Oui. D'accord. Oui. L'État central, les départements et les communes ont des missions bien définies et séparées. Chacun a sa place et son rôle. C'est ça le fédéralisme. Les populations locales sont plus autonomes et responsables du développement de leur terroir. Voici les 2 grands bénéfices. Et en fait, la subsidiarité, c'est quoi? C'est lorsque une entité, petite qu'elle soit, commence par réaliser ce qu'elle veut réaliser avant de le céder à une entité supérieure. Exemple, un village. Dans un village, on peut faire des pistes, on peut ramasser les ordures, on peut créer des canaux pour évacuer les eaux. Cette compétence, on l'attribue au village. On ne l'attribue pas à l'État central, à la capitale. Et on n'attend pas les budgets d'eux. Et on met en place, quand je parle d'autonomie, des mécanismes pour que ce soit fait au village et par le village. C'est ça la subsidiarité. Et après, quand il y a plusieurs subsidiarités comme ça, on les fédère. Fédérer veut dire rassembler, réunir, mettre ensemble. Premier point. Donc il y a 2 bénéfices à attendre. Chacun a sa place. Or aujourd'hui, tout est confondu. On est dans une forme de confusion de compétences. Le deuxième pilier, qui s'intitule « Un gouvernement collégial à présidence tournante », ce qui signifie par exemple que le peuple, via le Parlement, élit un groupe de ministres pour gouverner le pays. Toutes les composantes, y compris les partis politiques, les ethnies, les religions, sont représentées dans le gouvernement au fur et à mesure des mandats. Les missions et responsabilités des ministères sont bien définies et séparées de celles des entités locales comme les départements et les communes. L'alternance est assurée, le président est désigné par le peuple via le Parlement. La présidence est tournante entre les membres du gouvernement dans un mandat de 1 an non renouvelable. Mais si on prend point par point,
le peuple, via le Parlement, élit un groupe de ministres pour gouverner le pays. Aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qu'on commence par faire? On prend, quelles que soient ses considérations, ses partis politiques ou son ethnie ou sa région, on dit, bon, vous allez élire au suffrage universel direct un homme. Ah mais qui sortira gagnant de cette affaire? C'est presque de la loterie. Et on n'est pas très loin, vu comment ça se passe aujourd'hui en Afrique, de la loi de la jungle. Dans notre système, derrière les mots, un parlement, dans les pays où il y a le bicamérisme, ça veut dire 2 chambres, le parlement est composé de la chambre basse, souvent c'est les députés, de la chambre haute, souvent les sénateurs. Dans notre système, les sénateurs sont votés, élus par les États fédéraux que nous allons créer, autonomes. Ce sont eux qui élisent. En l'occurrence, c'est bienvenue. C'est l'équivalent d'un département. Donc on donnera une certaine autonomie avec les 3 pouvoirs au département. C'est l'échelle du département. Et chaque département aura, par exemple, 2 sénateurs. C'est des propositions qu'on fait. Ou 1. Donc, tout le monde, chaque département est sûr d'une chose, elle est représentée déjà par 2 sénateurs, quelle que soit sa taille. Ensuite, il y a des départements plus peuplés que d'autres. À ce moment, les élections des députés tiendront compte de la proportionnalité, de la taille démographique du département. Ce sont ces gens-là à qui on accorde nos mandats qui, ensemble, vont former d'abord le gouvernement. Donc le gouvernement, il ne sortira plus directement du peuple de manière anarchique comme ça, mais de cette élite-là qu'on a choisi déjà, mandatée, pour former d'abord un gouvernement. On ne parle pas encore de président. Ce n'est qu'après avoir formé d'abord ce collège, selon des règles que nous appelons, c'est ce que le deuxième terme veut dire, toutes les composantes, partis politiques, ethnies, religions, sont représentées dans le gouvernement au fur et à mesure des mandats. Ça veut dire que là, nous sommes dans la démocratie de concordance, la concorde. On est unis dans la concorde. On n'est plus dans la démocratie majoritaire, où c'est le plus fort qui va gagner. Et encore, on voit des choses souvent bizarres. Quand on fait des élections à un tour, le premier qui arrive avec 25% et que les autres ont 12%, c'est lui le président. Mais si déjà dans les élections, ce n'est jamais toute la population qui vote, c'est peut-être le tiers ou le quart qui vote, ou la moitié au mieux dans nos pays. Mais si en plus on prend de cette moitié-là, celui qui a eu 25% des voix, il représente qui en réalité? Donc notre système, il est différent. Et ça se fait dans la concorde. C'est pourquoi je parlais de conscience. La concorde veut dire quoi? Si on décide que le gouvernement aura 7 ministres ou 9 ministres, eh bien on regarde, est-ce qu'il y a telle ethnie dedans, tel parti politique dedans. Vous comprenez? Donc on essaie de représenter tout le monde. Et il arrivera que, à un moment donné, on se dise, dans des pays qui ont 280 ethnies, mais en général, 280 ethnies, il y a 10 groupes ethniques. Bon, mais ce n'est pas grave, on est 280 ethnies. On leur dira, ne vous inquiétez pas, ils ont un mandat de 4 ans. Aux prochains 4 ans, vous qui n'étiez pas dans la fête, vous serez dans la fête. OK? Et n'oubliez pas une chose, c'est que comme les États locaux ont une certaine autonomie, eh bien, il y a aussi des gouvernants là-bas qui sont élus et qui s'occupent des problèmes de proximité et qui sont d'ailleurs beaucoup plus importants pour les populations locales que ceux du haut. Et quand on dit chacun à sa place, ça veut dire que les compétences de l'État central sont totalement séparées des compétences du département et totalement différentes des compétences des communes. Il n'y a plus d'interférence. Au niveau de la commune, c'est des services de proximité, les écoles primaires, le ramassage des ordures, des choses comme ça, tout ce qui est de proximité. Au niveau départemental, c'est les aspects culturels, parce que dans un département, il peut y avoir plusieurs ethnies et autres. Donc, c'est juste pour interpréter ce que je suis en train de dire. Les missions et responsabilités des ministères sont bien définies et séparées des entités locales. L'alternance est assurée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président
est maintenant désigné par le Parlement dans le groupe des gouvernants qu'ils ont élus. Ça veut dire quoi? Si vous avez 9 ministres, le même peuple, le même Parlement dit « Ok, maintenant on a constitué le gouvernement. On ne va pas vous laisser comme ça, sans chef. » Donc, parmi vous, il y en a un qui va assumer la fonction honorifique de président. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va présider les conseils des ministres, donc les réunions, mais il n'a pas une voix prépondérante. Il a un rôle de coordonnateur. C'est lui qui va, lorsque des ambassadeurs étrangers viennent pour accréditer leur lettre de créance ou les organismes internationaux, c'est lui qui le fait. C'est lui qui représente aussi l'unité nationale. On dit, voilà, c'est celui-là, notre président. Mais ça dure un an. Pourquoi un an? Pour éviter qu'on s'enlise dans l'ego. Vous savez, l'ego, si lui m'a fait la blague hier, il m'a appelé président José, on a éclaté de rire. Parce que je dis, attention, l'ego, c'est quelque chose de fort. Si tu m'appelles président, là, ça va me donner tellement d'assurance que même si on n'est que deux, je vais me croire ton président. Voilà, bon, enfin, on plaisantait. Donc, dans ce système, c'est tournant. Vous savez déjà qu'au mois de décembre, le Parlement désigne qui va assurer la présidence pour l'année d'après. Et c'est aussi ce président qui représente la nation à l'extérieur. Donc, l'alternance est automatiquement assurée. Et comme ces gouvernements et ces présidents n'ont plus des fonctions spectrales, parce qu'aujourd'hui, on a des ministères qui ont des fonctions à large spectre. Le ministère des infrastructures, par exemple, chez nous, eh bien, il s'occupe de la construction des aéroports, des autoroutes, mais aussi des petites routes dans les communes et jusqu'à la construction des écoles primaires, à la fourniture d'un petit forage d'eau. Bref, ça ne peut pas continuer. Dans notre système, les choses sont stratifiées. C'était juste pour éclaircir, pour que ça vous parle, que les mots vous parlent. Point 3. Point 3. La démocratie directe et participative. Le peuple exerce un droit de veto par des pétitions sur les lois proposées par le gouvernement ou initiées par les parlementaires, si ces lois ne respectent pas la volonté du peuple. Tout à l'heure, je posais une question. Que fait-on lorsque les propres parlementaires que nous avons élus prennent des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous voulons? Il y a même des gouvernants, tels qu'en France, il y a un fameux article 43.1, c'est ça? 49.3, pardon, qui permet de tout faire passer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des grèves. On casse tout. Mais déjà, il n'y a rien chez nous. On commence à casser, on est mal barré. Hein? Donc, dans notre méthode, nous disons que dans la Constitution, le peuple, c'est lui qui est souverain, puisque c'est lui qui élit les sénateurs et les députés qui vont le représenter, qui vont former le gouvernement. Le gouvernement a le droit de faire, comme les députés, des propositions et des initiatives de loi. Ils sont là pour faire ça. Mais, lorsque ces lois mécontentent la population, ce n'est pas la peine d'aller tout casser, c'est trop violent, parce que la violence appelle la violence. On fait des pétitions. Et pour faire des pétitions, ça veut dire qu'on va inscrire les libertés fondamentales dans les constitutions. Alors, faire les pétitions, ça peut être moi qui dis ça ne va pas, cette loi, elle va nous amener des problèmes. Et je commence à sensibiliser des gens autour de moi. Je forme une association où tout simplement, avec des amis, nous nous mettons sur les routes, les carrefours et on prend les signatures, les numéros de carte d'identité des gens, les noms, prénoms. Quand on atteint un quota, supposons 5 000 pour un pays d'1 million d'habitants, 1,5 million comme le Gabon, eh bien on l'amène au bureau qui aura été prévu pour, soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale, et on leur dit, il y a 5 000 mécontents dans notre pays. Et comme il y a 5 000 mécontents, à partir de là, il faut que vous réexaminiez vos lois, ou alors on la bascule comme dans le cadre d'un référendum. Le référendum, c'est une votation populaire, où toute la nation va se prononcer sur la loi qui a été adoptée par cela. On arrive, hein, Il y a des questions qui vous fusent dans la tête, je sais. Toute loi injuste ou contestée par le peuple passe par un référendum populaire. Il n'y a plus de raison de passer par des grèves. Exactement.
Continue. Le peuple initie directement des lois si ses représentants ne font pas leur travail. Leur travail. Je prends un exemple parce qu'il y a quand même quelques Gabonais dans la salle. Il y a des groupes CRI et autres que je vois sur Facebook et sur Internet. Le CRI, je ne sais même pas ce que ça veut dire. CRI. En tout cas, ils sont contre les crimes rituels et autres. Crimes rituels et voilà, c'est une association. Ils dénoncent la situation. Mais dans notre mécanisme, on n'aura plus besoin de faire tout ce bruit, puisque le peuple, dans la Constitution, n'inscrit qu'à partir d'un seuil, par exemple, je reviens à mes 5000 signatures, cette association est bien placée pour collecter 5000 signatures. Elle amène à la chancellerie ou le bureau qu'on aura prévu pour, et leur dit, il y a 5000 citoyens qui veulent qu'on légifère le problème des crimes rituels dans ce pays. Et on va mettre les mécanismes pour le faire. Parce que c'est inscrit dans la Constitution. Mais vous allez me dire, les constitutions ou les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais on verra plus loin comment on verrouille le système. Le Parlement élit les hauts magistrats et nomme les généraux. Alors, c'est les hauts magistrats, pardon. D'accord, les hauts magistrats. Oui. Voilà. Dans le système actuel, c'est le président, chef de la République, chef des armées, qui nomme ces gens-là. Dans le système de la fédéralitude, c'est le Parlement qui les nomme. Donc en fait, le pouvoir exécutif, le gouvernement, émane du peuple, du législatif, et le pouvoir judiciaire aussi émane du peuple. Ça permet vraiment de laisser au peuple ce côté de souveraineté. Parce que quand vous nommez tous vos amis comme hauts magistrats, les amis, vous pouvez instaurer tout système de justice que vous voulez, ça ne marchera jamais. Parce que le même qui vous a nommé, il vous dit, mets ce dossier dans la machine à découper. Et votre justice s'arrête là. Si vous essayez de revendiquer vos droits et que le même vote met en place ses généraux, il les nomme. Il dira tout simplement, mon ami, je t'ai nommé général, envoie nos soldats aller frapper les petits citoyens qui nous fatiguent. D'où le 4e point. Une armée de réservistes à côté de l'armée de métier. Les jeunes de toutes les communes sont formés au service militaire dès l'âge de 18 ans. Oui, les jeunes sont formés au service militaire dès l'âge de 18 ans. On ne change pas les gens, on met en place les conditions de leur changement. En gros, c'est ça. Mais celui qui n'a jamais fait l'armée, quand il voit un flic ou le militaire, pour lui, c'est Robocop, quoi. Voilà, s'il peut s'enterrer, il s'enterre. Les Britanniques militaires, l'arme, c'est comme votre fourchette, votre cuillère. On apprend à tirer, on fait tout, les manœuvres. Non, on sort de là, on a démystifié l'armée. Eh bien, si on faisait faire à tous les citoyens ce service militaire, ça changerait bien des choses. Et comme on est dans le système de subsidiarité, ça veut dire que des gens qui ont fait déjà l'école militaire, l'armée et tout ça, eh bien, les vacances comme cela, je prends les jeunes pendant un mois, nous allons faire service militaire, il y a un programme. Et ceux qui sont déjà hautement gradés, pareil, on transmet la culture. Mais derrière ça, quand vous n'avez plus rien à revendiquer, vous savez ce que c'est, il n'y a plus de force à utiliser. On donne aussi une éducation de paix, de camaraderie. C'est ça aussi. Ça soude beaucoup les gens. Donc, dans notre système, service militaire dès l'âge de 18 ans. Et on continue, ça ne s'arrête pas là. Ils font aussi des rappels tous les ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce sont des civils, mais avec un statut de militaire réserviste. Les armées sont gardées dans des casernes. Les armes, tant pour moi, sont gardées dans des casernes dans toutes les communes. Exact. Donc, vous devenez, après avoir fait tout ce processus, à un moment vous inscrivez à 30 ans que monsieur est mature dans sa tête, c'est militaire de réserve, il peut protéger la liberté. Il y a des casernes dans lesquelles on met les armes. Donc, toujours le principe de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on part toujours de la base. Dans toutes les communes, il y a des casernes. Et s'il y avait un problème, c'est ces militaires de réserve qui ont déjà un certain âge de maturité,
30, 40, 50 ans, qui ouvrent les casernes et disent attention, on va faire l'objet, par exemple, d'une attaque de la part d'un groupe terroriste, il faut se préparer, ou alors il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force, eh bien on va se préparer à défendre la liberté parce que monsieur est en train de violer notre constitution. Mais quand on n'a pas ce côté-là, Kierkegaard disait que la justice sans la force est faible, mais que la force sans la justice est tyrannique, Kierkegaard. On ne peut pas revendiquer ses droits quand on n'a aucun moyen à un moment donné de s'affirmer. Là donc nous donnons des moyens avec une éducation pacifique, et j'ai dit à partir de l'âge de 30 ans, il y a une certaine maturité, vous devenez un père de famille qui est capable d'user de la force quand c'est nécessaire, et uniquement quand c'est nécessaire. Aucun dirigeant ne peut oser prendre le pouvoir par la force au risque d'être confronté aux militaires réservistes qui sont garants de la liberté. Le gouvernement et le Parlement ne peuvent violer ou imposer les lois sans l'avis du peuple. Voilà. Donc là, vous avez les 4 piliers de la fédéralitude et les bénéfices. À partir de là, on peut débattre. On ne les a pas tous mis, parce qu'une page, c'est trop petit. C'est toute une école de sciences politiques, la fédéralitude. Nous faisons la synthèse de tout.